Merci, cher ami. Donc, à mon tour, je remercie le comité organisateur, l'équipe de la PILIP pour toute l'organisation, pour les choix des thématiques. Et donc, mon propos, c'est les saignements de la jeune fille ou de l'adolescente. C'est une présentation que j'avais faite conjointement avec une collègue à moi et professeur René de Mahfoud, qui est gynéco-obstétricienne, qui m'a envoyé la présentation. Mais vu le temps, donc, il m'avait envoyé une présentation qui était assez longue. Et il pouvait pas, il devait la faire avec moi, donc je vais axer un peu toute la présentation pratiquement sur un aspect particulier, c'est celui des saignements de la jeune fille relatifs aux causes un petit peu hématologiques. Alors, quand une jeune fille vers l'âge de l'adolescence présente pour un saignement, donc il y a pas mal de questions qui se posent. Alors, et le saignement classique, c'est celui des règles abondantes, de métrorragie. Alors, ces métrorragies, ces règles abondantes, est-ce que c'est l'affaire du gynéco, l'affaire de l'hémato? C'est un trouble d'hémostase, c'est un trouble hormonal, c'est quoi la question? Et en fait, des fois, c'est assez compliqué. En fait, et des fois, le problème, c'est que ou quelles sont les circonstances ou les motifs de consultation d'une jeune fille pour des saignements. Souvent, ce n'est pas le saignement lui-même, ce ne sont pas les règles. Et en fait, c'est à l'occasion d'autres symptômes, et particulièrement l'anémie, la pâleur, l'état de choc, etc., on va axer vers le saignement, on va axer sur les règles abondantes, on va axer sur l'hémorragie. Et c'est là où un peu je dirais le diagnostic devient important. Et là, alors, le rôle, c'est un rôle bien sûr de pédiatre, de son médecin traitant, et que par rapport à un certain nombre d'éléments, est-ce qu'il va confier, est-ce qu'il va s'en occuper lui-même, est-ce qu'il va confier la jeune fille à l'endocrino, à l'hémato, au gynéco-obstétricien. Donc voilà, c'est toute la problématique. Et donc je vais commencer, donc je vais essayer d'argumenter un peu ma présentation par deux cas cliniques en essayant de. Alors, le premier, c'est Fatem Zahra, il a 12 ans. Alors, elle consulte d'emblée pour une asthénie sévère avec une pâleur, enfin une asthénie avec une pâleur sévère, donc une pâleur intense. Et en fait, quand on pose la question, donc il avait ses premières règles, enfin des règles abondantes qui duraient depuis 10 jours. Bien, tout de suite, vu l'état pour lequel se présenter, alors bien sûr, la conduite, c'est la stabiliser. On prend une voie veineuse périphérique, on fait un remplissage. Et là, bien sûr, on pose des questions, on examine et on explore. On pose des questions. En fait, les premières règles sont apparues pratiquement il y a 6 mois. Et en moyenne, ça dure 12 jours. Et se change très bien toutes les 2 heures. Et puis, en fait, les antécédents, ben, en fait, on trouve que depuis toujours pratiquement, alors Fatem Zahra, il se plaint enfin, des bleus de temps à autre. Bon, c'est des bleus prolongés, mais bon, sans caractère particulier. Il avait fait de l'extraction dentaire et donc ça a trop saigné, mais bon, sans lendemain, il a arrangé ça. Et puis, il y avait toujours un constat de saignement post-traumatique qui se prolonge un peu plus. Mais bon, en fin de compte, ça fait partie du quotidien. Donc, elle a pris l'habitude de gérer ça tranquillement. Mais en fait, quand on pose encore la question par rapport à la famille, ben, le père et un des neveux, en fait, ils ont pratiquement la même symptomatologie. OK, donc on note ça et on garde ça pour nous. On examine, effectivement, il est très anémique, il est très pâle, donc, mais bon, là, c'était pas mal toléré. On évalue avec le gynéco, on a appelé bon, le stade pubertaire, et l'examen vulvaire, etc. Donc, et il n'y avait rien de particulier. Bien. Alors là, d'abord, qu'est-ce qu'on va explorer? Alors on a géré, on a transfusé, etc. Maintenant, on vient à la partie de l'exploration clinique biologique. Donc, on fait un bilan, donc on demande un hémogramme, ferritine, TP de fibrinogène, on demande de groupage. Réflexe, bien sûr, maintenant, devant toute fille, jeune fille qui fait des saignements un peu inquiétants, entre guillemets. Donc, on demande la bêta-G et on fait une échographie pour chercher est-ce qu'il y a une cause locale de ces saignements. Alors, l'ANFS qui a été faite, il avait 5-6 grammes d'hémoglobine pratiquement, chiffre de plaquettes normal, donc pour dire le degré de l'anémie et pour dire que donc c'est par rapport à ça, bien sûr, elle a été transfusée immédiatement. Et là, le bilan d'hémostase. Alors, un TP à 85%, un TCA à 34 secondes, avec un rapport de 1/37.
Alors, par rapport à ça, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? Bah, l'équipe de shop, il ne faut pas qu'il parle là. Oui, docteur de Villebrand, d'accord. D'autres explorations éventuellement? Agrégation plaquettaire? Oui, on a un chiffre de plaquettes qui est normal. Temps de cinéma éventuellement, oui. D'accord. Bien, donc voilà le. Alors bien sûr, il y avait une histoire hémorragique. S'il n'y avait pas cette histoire hémorragique, bien sûr, aujourd'hui, bien sûr, je suis devant vous parce que je fais l'hémato, hémostase, etc. Donc tout le monde maintenant demande le bilan d'hémostase approfondi. Si c'était le gynéco devant avec le gynéco, ils auraient demandé autre chose. Bien. Alors voilà le bilan d'hémostase. Et voilà ce qu'on reçoit. Alors le facteur 8, il est à 76%. L'activité facteur d'activité de Villebrand, il est à 10%. Et l'antigène Villebrand, il est à 46%. Donc vous avez demandé un bilan d'hémostase et le biologiste vous a répondu ça. Quelle est votre conclusion? Pardon? Je sais pas. On peut? Ah oui, là tu es à côté, bien sûr. Alors, parce que ce qui arrive, c'est que effectivement, on demande des bilans comme ça. Mais déjà, alors, avant de demander le bilan, la- le, le TP, le TCA, là, il est normal ou comment il est déjà? Parce que là, on n'était pas parti. Parce que. Ouais. Comment? Il est allongé? Chichouïa. Un petit peu. En fait, c'est là où il fallait qu'on se tarde un peu, parce qu'en fait, des fois, vous recevez un bilan qui est limite. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, on est un petit peu averti parce qu'on est dans une conférence autour de pathologie de l'hémostase, donc tout de suite, on réfléchit à ça. Mais lorsque vous êtes dans le quotidien et vous recevez un bilan comme ça, vous n'avez pas souvent le réflexe de dire, je vais approfondir, je vais demander un bilan plus, je dirais, un peu plus détaillé par rapport à ça. Donc, on est dans des chiffres normaux, là, pratiquement. Vous voyez, si, alors maintenant, moi, je vous ai raconté que nous avons cherché l'histoire hémorragique. Vous pouvez ne pas chercher l'histoire hémorragique, parce que ce qu'il nous a raconté, c'est lorsqu'on, franchement, on pousse les questions pour carrément faire une enquête policière. Parce qu'en fait, généralement, la famille, les parents, le patient n'a pas tendance à vous raconter qu'elle a des épistaxis d'Orzheimer, qu'elle a un bleu. Pour elle, ça, c'est une information qui est normale. En fait, c'est vous, en tant que clinicien, qui allez poser la question pour chercher ces infos. Donc, si on est resté sur les règles abondantes, on allait approfondir le bilan beaucoup plus vers chercher une cause locale, chercher le bilan hormonal, hypothyroïdie, etc., faire les bêta-ACG, faire la test, enfin, voilà. En fait, donc, je dirais le message, c'est par rapport à des tests que des fois, ils sont vraiment, vraiment limites et que par rapport. Donc, c'est la notion d'histoire hémorragique qu'il avait, c'est ça qui nous a poussé vers faire le dosage. Et donc, effectivement, le bilan que nous avions fait, donc les facteurs, alors là, effectivement, donc il a un facteur 8 qui est limite normal et il a un facteur Villebrand qui est bas. Et ça définit ce qu'on appelle, donc ça définit, on a en fait un diagnostic de maladie de Villebrand. Donc, c'est une maladie de Villebrand de type 1, mais après, on la classe, est-ce que c'est un type 1 ou c'est un type 2? Et c'est là aussi la problématique. Et par rapport à ça, c'est le rapport 8 activités sur 8 antigènes qui, quand on a une valeur moins de 0,6, on est dans le type 2. Et dans le type 2, c'est une maladie de Villebrand de déficit qualitatif. Et c'est là où les symptômes, parce que les valeurs du Villebrand ne sont pas trop basses. Donc, c'est une fille qui peut avoir une vie normale, mais elle risque d'avoir des accidents hémorragiques beaucoup plus sévères. Donc, en fin de compte, à la fin, c'est une jeune fille qui a une maladie de Villebrand de type 2, et donc symptomatique, et c'est ça qui fait. Alors, dans la vie de tous les jours, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Alors maintenant, les règles abondantes, comment il faut les gérer? Donc, il y a les règles qui ont donné naissance à une anémie sévère, mais ça, c'est pas tout le temps. Donc, il passe par des périodes où les règles sont plus ou moins normales, et des fois, les règles abondantes, parce que la particularité, c'est que le facteur Villebrand, dans ce forme de type, il est très variable. Donc, lorsqu'il passe par des périodes d'infection, de stress, etc., ben, le facteur, il augmente. Et donc, ça se corrige. Il peut passer par des périodes où la vie, je dirais, la symptomatologie hémorragique n'est pas au premier plan. C'est par rapport à ça qu'il a toujours vécu une vie normale, jusqu'à ce que, en fait, l'élément révélateur, c'était les règles abondantes qui a donné à une anémie sévère. Mais il avait toujours supporté ou géré ces règles. Alors maintenant, c'est la conduite à tenir. Comment il faut gérer? Alors là, comme c'est ça ce que j'avais dit. Donc, on a une consultation avec une gynéco qui a l'habitude maintenant de voir ces jeunes filles. Et donc, on commence par, première étape, c'est les antifibrilitiques. On peut la mettre sous antifibrilitiques type Hexacil et compagnie. Sinon,
on peut proposer, et c'est ça ce qu'on commence à faire, on peut proposer de la contraception pour bloquer les règles. Alors, aujourd'hui, maintenant, ça s'accepte de plus en plus. Pour certains, ne l'acceptent pas, pour certains peuvent accuser, entre guillemets, certains effets à qualifier de secondaires, mais en fait, des fois, c'est juste, je dirais, de la non-acceptance. Et après, sinon, ben, on met un protocole, c'est le concentré de facteur von Willebrand, c'est le Willate, qui permet de régulariser un peu le saignement et d'avoir une régulation normale. Et là, c'est un protocole de prophylaxie avec une surveillance régulière. Donc ça, c'était pour le premier cas. Après, bon, il a bien évolué sans aucun problème. Alors, le deuxième cas. Donc ça, on a vu un cas de, je dirais, de Willebrand, donc qui a été révélé à la suite de règles abondantes. Alors, une deuxième observation. Je fais attention au temps. Parfait. Alors, Khadija, 14 ans, il a été adressé par son médecin traitant pour la même chose, pour la même symptomatique. Donc, des règles prolongées, abondantes, et qui ont carrément donné lieu à, comme vous voyez, à une anémie à 4 grammes d'hémoglobine. D'accord. Alors, elle a des ménages qui ont commencé il y a 4 mois. Et la même chose, quand on est parti poser les questions, ben, nous avions retrouvé dans l'histoire des choses hémorragiques. La même chose. Un épistaxis, quand il se brosse les dents de temps à autre, ça saigne un peu. Des bleus de temps à autre. Mais c'est tout. Mais ça aussi, ça se gère bien. Il n'a pas de souci. Maintenant, regardez encore, c'est les règles abondantes qui ont donné la pâleur sévère et la qui ont donné une anémie sévère qui a conduit à la consultation. Donc, même les ménages qu'il avait depuis toujours, il les a gérés. Ça ne posait pas de problème. Et donc, là, bien sûr, tout de suite, on a mis la transfusion. On a fait une écho qui s'est révélée normale, bêta-HCG négative. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bilan d'hémostase? D'accord, bilan d'hémostase, ok, très bien. Alors, bien sûr, il y avait l'histoire hémorragique, parce que nous avions posé la question pour dire qu'il y a une histoire hémorragique. Encore une fois, on pourrait ne pas poser des questions pour l'histoire hémorragique. Ça dépend où cette jeune fille va atterrir. Alors, l'histoire hémorragique, donc, on va demander le bilan d'hémostase. Alors, l'émulation plaquettaire, les chiffres étaient normaux. Alors là, j'ai un TP à 86, TC à 36 avec un rapport 1,22. C'est normal. On est dans les chiffres normaux. Alors, plaquette, fibrinogène, ça doit être allongé les deux. Le fibrinogène est en bas, donc la fibrine, donc TP-TCA, les deux doivent être allongés, donc pas le fibrinogène. Plaquette, oui, donc on doit faire un test d'agrégation plaquettaire pour chercher une thrombopathie. Alors, est-ce qu'on peut penser encore au Willebrand ou pas? Non, il n'est pas allongé. Oui. Ok, alors la suite. Eh bien, on fait le Willebrand. Alors, le TCA, Willebrand 77, activité 13 et antigène 16%. Un Willebrand encore. Donc, en fait, c'était pire, c'est pourquoi j'ai dit qu'au départ, c'était un Willebrand. Le deuxième cas, c'est comme ça, vous ne pensez pas au Willebrand. Donc, j'ai fait exprès. OK. Donc, effectivement, c'est encore un Willebrand. C'est un Willebrand de type 1, mais aussi c'est un Willebrand aussi de type 2. Alors, en fait, une information importante, les tests globaux, le TP, le TSA ne s'allongent que lorsqu'on a un taux de facteur de l'hémostase, de la voie endogène exogène inférieur à 30%. Dès qu'on a un taux de facteur supérieur à 30%, les bilans d'hémostase reviennent normaux. Donc, les tests standards normaux n'excluent pas une pathologie de l'hémostase avec. Donc, en fait, le facteur qui allonge le TCA, c'est le facteur 8. Dans le maladie de Willebrand, le facteur 8, il reste dans des chiffres normaux. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, en fait, le Willebrand, il a une activité parce que l'activité de Willebrand, il a deux rôles. Il agit sur l'agrégation plaquettaire, donc c'est lui qui permet d'aller au niveau de l'hémostase primaire. Donc, c'est là où on a les échémoses, etc. Le deuxième rôle du facteur 8, il protège le facteur 8. Donc, quand on a un Willebrand qui est bas, ben, on baisse le facteur 8, mais pas trop bas, sauf dans le type 3, c'est-à-dire la maladie de Willebrand sévère. C'est là on a le facteur 8, il est bas, c'est des retours de moins de 5%, etc. Et c'est là on a des TC allongés. Mais dans le type 1, le type 2, qui est la forme la plus fréquente, le Willebrand, il existe dans 1% de la population générale. Donc, c'est une pathologie qu'il faut aujourd'hui, enfin, le message que je souhaiterais passer, c'est là dans les conclusions, c'est qu'il faudra y penser devant toute symptomatologie hémorragique chez la jeune fille. Donc, vraiment y penser parce que c'est. Et donc, effectivement, il a un Willebrand. Donc, la conclusion, c'est qu'effectivement, il a un Willebrand. Voilà, donc avec un phénotype hémorragique qui a conduit ça.
Donc le rapport, il est à 0,8, donc il n'est pas inférieur à 0,6. Donc c'est un Villebrand de type 1, mais c'est un Villebrand de type 1 symptomatique. Donc dans la vie de tous les jours, ils sont bien, ils sont normaux. Ça, mais après, ils peuvent avoir des signalements comme ça, des règles abondantes, et ils peuvent faire des anémies sévères. Voilà. Alors maintenant, c'était quelle est la conduite, comment il faut gérer ce genre de... Alors la même chose, donc ça, c'est là où on fait la consultation conjointe avec les gynécos, qui eux, alors, encore, alors ce qu'on fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut démarrer d'emblée, lorsque les règles sont abondantes, on démarre par l'exacile, par exemple. Donc c'est l'exacile, on fait l'exacile pendant 4, 5, 6 jours, ça permet de réduire. Ce qu'on conseille aussi, c'est qu'avant les règles, qu'elle prend l'exacile pendant 3 jours. Donc ça permet aussi de, je veux dire, c'est un antifibrolytique, donc ça permet d'aider à... Alors si c'est l'exacile, ça ne marche pas, donc là, la même chose avec les gynécos, donc on prescrit donc une pilule. Donc soit même on peut aussi bloquer les règles. Lorsque les règles sont abondantes, en urgence, ils mettent un traitement hormonal pendant donc un comprimé, 2 comprimés par jour, chaque jour, pour bloquer les règles. Sinon même pour tout le mois, donc ils les mettent sous pilule pour le mois. Et après, ils les mettent sous pilule contraceptive et qui permet. Alors quand ça ne marche pas, donc là on met les patients, c'est la même chose. C'est en profilé. Donc on a par exemple la consultation, pas mal, beaucoup de jeunes filles maintenant qui sont sous facteur von Willebrand à titre prophylactique. Ils prennent une injection. Alors, soit on fait une injection une fois par semaine, soit ce qu'on fait, quand c'est pas trop sévère, ils prennent une injection juste avant les règles. Et c'est un produit qui est aujourd'hui remboursable, qui est disponible, donc ça ne pose aucun problème. Et les patients, ils le tolèrent très bien, sauf certains qui font des fois des petites allergies. Et en fait, on les apprend aussi à faire l'injection à domicile. Donc, le produit il est disponible. Enfin, c'est une injection intraveineuse. Mais le produit, donc on fait de l'éducation pour les jeunes filles et ils ont le produit chez elles à la maison et ils s'injectent elles-mêmes, soit quand il y a un saignement sévère ou des fois juste, juste avant les règles. Alors là, l'une des dernières diapos que je vais mettre, c'est ça. Alors, en fait, à chaque fois, moi, je pose la question à mes étudiants, les résidents, les internes, comment on évalue les règles? Règles abondantes, pas abondantes, est-ce que. Donc, en fait, c'est toujours les dates des premières, les durées d'un jour, les répercussions sur la vie quotidienne, biologique, traitement. Voilà. Des fois, en fait, l'évaluation des règles, c'est toujours subjectif. Même si on pose la question aujourd'hui à tout le monde, comment vous qualifiez la durée des règles? Il y en a qui disent 5 jours, et il y en a qui disent 7 jours. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le scoring. Donc, le scoring. Donc, en fait, ce qu'il est, c'est qu'il y a un score actuellement. Et même ça ne résout pas le problème. Si je dis un score, c'est le score de IGAM, ce qui est utilisé par les gynécos. Mais aujourd'hui, c'est un score qui commence à être, on éduque les jeunes filles qui auraient des règles abondantes à utiliser ce score elles-mêmes. Donc, c'est une éducation qui est faite par les gynécos, là, par les praticiens. Comment il va essayer d'évaluer ou de scorer ces règles. Est-ce qu'elles sont abondantes, pas abondantes, etc. Donc, ça, vous pouvez télécharger, ça existe sur tous les sites. Bon, pour scorer. Et c'est qui permet, avec ça, tu vas avoir une idée d'une manière un peu plus objective. Est-ce qu'effectivement, je peux qualifier ces règles en étant anormales ou pas? Alors, l'autre élément qui est fondamental autour duquel j'insiste, c'est franchement, c'est l'histoire. Lorsque vous avez une personne, enfin une jeune fille, un garçon, de manière qui se présente avec un saignement qui paraît anormal, revenez vers l'histoire hémorragique et prenez la peine d'une manière prenez de la patience à vraiment faire comme une enquête policière, à poser les questions, recroiser les questions pour chercher des éléments objectifs qui vous orientent pour dire que effectivement cette personne-là, il doit avoir un saignement anormalement allongé et c'est ça qui va vous permettre de pousser vos investigations pour explorer l'hémostase. Et le premier, alors maintenant en fait on a fait de la présentation, nous l'avions faite très bien. De la présentation, on l'a faite maintenant régulièrement avec les gynécos et franchement, pratiquement, je dirais, je ne vais pas exagérer, mais chaque mois, on commence à avoir un diagnostic de Willebrand de type 1 de chez les gynécos. Mais vraiment chaque mois pratiquement. Pour consultation avec, écoute, sur il y a une jeune fille, je vois que les règles, j'ai fait l'échographie, écoute, normal, j'ai fait, ou même quand on dit le Willebrand, et on reçoit les bilans et on a. Alors après, c'est pas péjoratif, du tout, c'est un Willebrand de type 1, c'est juste qu'on commence à donner des conseils corrects pour que la personne sache que ces règles sont liées plutôt, au lieu que ça soit lié à fonctionnel, pathologique, etc. En fait, c'est lié à une pathologie hémorragique qui est 1% de la population générale. Donc c'est ça le message que je souhaiterais passer et je vous remercie.